La voilà, la scène la plus incohérente de Game of Thrones. Saison 6, épisode 10. Après avoir fait exploser le Grand Septuaire, tuant des milliers d'innocents, le Grand Septon, la reine, sa belle famille, poussant son propre fils, le roi, au suicide, répudié par le peuple, abandonné par les siens, seul, Cersei Lannister s'empare du trône de fer, sans opposition, sous les regards muets d'un peuple qui ne l'a jamais voulu. Aucun droit divin, aucun héritage, aucune succession. Orpheline à la mort de Tywin, veuve à la mort de Robert, sans héritier à la mort de Tommen. Plus d'alliés, plus de famille, pas d'armée, pas de foi, ni l'épée, ni la loi. Elle n'a que l'arrogance et le vide de la couronne. Et le pire dans tout ça, Cersei Lannister est une femme. Game of Thrones, c'est avant tout une histoire de pouvoir. Dans un monde comme celui de Westeros, rien ne compte plus que son ascension au trône et l'avenir de sa lignée. Chaque décision est politique, chaque mariage stratégique, et les alliances n'ont qu'un seul but, assurer l'avenir de sa maison. Les hommes dominent par l'épée, ils mènent les guerres, défendent leur nom, marchandent, négocient, gouvernent, au nom de la foi ou de la couronne. Mais avant tout, ils le font au nom des femmes, de leur mère, de leur fille, de leur moitié. Alors, dans ce jeu des trônes, quelle est leur place ? Une réponse que la série n'a pas toujours su nous délivrer. Lorsque les premières pages de l'histoire écrivaient avec brio des personnages féminins, comme Catelyn Stark, Olenna ou Margaery Tyrell, la prise de pouvoir de Cersei marque une fracture entre ces femmes si bien construites et toutes celles qui vont suivre. Sansa Stark, Yara Greyjoy, Ellaria Sand, leur pouvoir n'est jamais questionné, jamais exploré, leur rôle réduit, leurs conséquences ignorées. Les règles sont piétinées, le code politique effacé, la cohérence sacrifiée. Et alors que l'espoir de revoir ce qui représentait le pouvoir des femmes dans Game of Thrones semblait disparu, House of the Dragon apparaît comme un sauveur inattendu. 200 ans plus tôt, 2 femmes, 2 amies, 2 reines ont changé l'histoire. Pas sur le trône, pas sur un champ de bataille, pas même au grand jour, mais bien dans les chambres, dans les berceaux, dans les décisions cachées. Rhaenyra rêve de liberté. Bien que fille du roi, le pouvoir ne lui a jamais été promis. Dans l'attente d'un petit frère héritier, elle est aussi trop jeune pour qu'on lui parle de mariage. Sa mère le lui rappelle déjà pourtant. Son rôle sera d'enfanter. You will lie in this bed soon enough, Rhaenyra. This discomfort is how we serve the realm. Rien n'est plus royal chez elle que sa capacité à devenir mère. Et pourtant, rien n'y fait. Le seul modèle qui l'intéresse, ce n'est ni celui de son père, ni celui de sa mère, mais bien celui de son oncle, Daemon. Frère cadet du roi, lui aussi n'a qu'un seul mantra. Le vrai pouvoir, c'est la liberté. Pas de conséquences, pas de responsabilité. Quitte à ne pas imposer les lois, autant vivre au-dessus d'elles. Mais la quête incessante de liberté n'est qu'une façade. Daemon est seul, rejeté, frustré. Il ne respecte personne, ni son frère, ni sa femme, ni son peuple. Il ne sera jamais roi, non pas par cause d'héritage, mais parce qu'il n'en a pas l'étoffe. Daemon would be a second Maegor, or worse. He is impulsive and violent. Rhaenyra s'identifie à lui parce qu'elle est trop jeune, trop naïve. Elle voit un modèle, mais ne comprend pas que Daemon peut, par nature, se permettre plus d'écart qu'elle. Quand lui mène les troupes, excelle au combat, il se rend indispensable comme épée du roi. Elle, de son côté, ne portera jamais l'armure, et en tant que femme, princesse et fille unique, sa valeur est bien plus protégée. Et ce n'est que quand la mère vient à mourir, en essayant de mettre au monde son dernier et premier fils, que tout va basculer. Le roi Viserys sacrifie sa femme au profit de l'espoir d'un fils, et finit par perdre les deux. Le remords le ronge, il a passé sa vie dans l'attente d'un héritier, au prix de sa femme, au prix de sa fille. Accablé, Viserys fait un choix, ni politique, ni stratégique, mais purement émotionnel. Rhaenyra sera son héritière. I have decided to name a new heir. I'm your heir.
Not anymore. Et le nouveau poids des responsabilités de la princesse est aussi lourd que celui des remords de son père. Rhaenyra n'en veut pas, elle fuit, elle lutte, elle combat. Devenir reine, enfermée au château et devoir porter des enfants est opposé à sa vision de la liberté. Déjà confuse, Daemon ne fait qu'attiser la flamme de ses désirs inassouvis. Il la tente, la manipule et l'humilie. Rhaenyra goûte à la liberté d'être un homme pour se retrouver enchaînée, seule et bouleversée à sa vie de princesse héritière. Elle n'accepte plus de subir son sort, conteste son destin et provoque sa chute. Elle séduit Criston Cole, perd son innocence, sa chasteté et les prive de leur honneur à tous les deux. Elle rejette les codes et les lois. Rhaenyra ne culpabilise pas. Au contraire, elle continue sur sa voie. Elle ment au roi, à sa meilleure amie, au monde entier. This is a vile accusation. La princesse prétend vouloir la liberté, échapper aux responsabilités. Mais lorsque l'occasion se présente à elle, elle choisit le pouvoir. I am the crown, Sir Criston. Or I will be. Rhaenyra rejette Criston Cole, rejette son amour, sa loyauté, sa dignité. L'héritière veut la liberté et le trône. À son total opposé, on retrouve Alicent Hightower. Alicent n'a pas de modèle à suivre autre que son père, la main du roi. Stratège, manipulateur et ambitieux, Otto Hightower comprend vite l'importance du rôle de sa fille dans la cour du roi. À la mort de la reine, il est prêt. Alicent est jeune, fertile et belle. Le roi est seul, dans le deuil et faible. I thought you might go to him. Offer him comfort. Contrairement à Rhaenyra, Alicent obéit à son père. Elle joue son rôle à la perfection. Elle ne battra pas le roi dans un tournoi ou en plein combat, mais plutôt dans son intimité, sa sensibilité et son besoin d'affection. La jeune fille gagne son cœur, gagne sa place et provoque la deuxième plus grande maison du royaume. This is an absurdity. Les Vélarions sont peut-être les plus riches et les plus forts, mais ce n'est rien comparé à l'attention et au charme d'une femme de 17 ans comme Alicent. Par alliance, elle devient reine, et avec son nouveau statut, perd sa meilleure amie et son innocence. Rhaenyra ne voit pas, refuse de voir, qu'Alicent n'a pas choisi mais subi, qu'elle n'avait pas d'ambition mais agissait à travers celle de son père. Les deux amis partageaient des rêves, des rires et des silences. Les silences sont restés, le reste est parti. Lorsque Rhaenyra court après la liberté, Alicent, elle, marque son autorité. Elle ne se soumet plus aux codes, elle les impose. Derrière la reine silencieuse, une stratège émerge. Elle crée des alliances, délivre des héritiers, murmure et conseille Viserys. Lorsque le roi est malade, c'est la reine qui gouverne. Viserys possède la couronne et le sceptre. La reine possède tout le reste. Entre Alicent et Rhaenyra, tout dans leur choix s'oppose. Rhaenyra possède le sang et l'héritage. Alicent les alliances, le conseil et les enfants légitimes. Rhaenyra ne respecte rien, pas même son sang. Elle légitimise à la couronne ses enfants nés hors mariage. Elle refuse les alliances politiques, se marie à Daemon et s'éloigne de la cour. De l'autre côté, Alicent a toujours tout respecté, s'est soumise, puis s'est imposée, a respecté son mariage et son héritage. Mais les deux femmes n'ont pas compris que leur plus grand pouvoir était celui d'être une mère. C'est à travers les enfants et l'éducation qu'elles pouvaient réellement contrôler le destin du monde. Le vrai échec n'était pas militaire, mais celui de la transmission. Viserys rêvait d'un royaume uni, en paix, et d'un héritage targaryen. Mais Alicent élève Aegon dans la peur et Aemond dans la rancœur. Rhaenyra élève les siens dans le mensonge. Aucun n'apprend à régner, seulement à frapper et à se détester. Elles élèvent des rois de guerre alors que Viserys était un roi de paix. À sa mort, deux camps se creusent, deux reines sans véritable couronne, deux enfants devenus mères, deux amis devenus monstres. Rhaenyra avait le sang, Alicent le système, et entre les deux, le royaume s'est effondré. Alors on dit que les hommes règnent à Westeros, mais ce ne sont pas eux qui ont changé l'histoire. Ce sont deux femmes. Et c'est ça, l'incarnation du pouvoir de la princesse. 4 piliers que Cersei n'a jamais respectés.
Le mariage, qui lie les maisons et forge les alliances, la maternité, qui perpétue les lignées, l'éducation, qui façonne les futurs rois, et le conseil intime qui murmure à l'oreille des hommes de pouvoir. En l'absence de ces fondations, la structure de leur pouvoir s'effondre et perd en cohérence. Game of Thrones s'est élevé, pierre après pierre, mais une fois qu'elle n'a plus respecté ses propres fondations, la structure s'effondre. Et c'est dans les poussières de ce qu'elle a laissé qu'on a pu retrouver les traces enfouies de la Maison des Dragons.